Tout d'abord, par rapport à ça, à la fois un constat et un risque que nous devons relever. Le constat, c'est en effet que les échanges physiques au cœur de la crise ont été à bien des égards réduits, voire impossibles, empêchés, et que cela crée une privation, non pas que les relations internationales soient nécessairement de la rencontre physique, de la rencontre sociale, mais elle y contribue en tous les cas, et c'est important que ce soit dans l'ordre de la solidarité, dans l'ordre du faire ensemble, etc., que ces échanges puissent avoir lieu. Et donc, bien évidemment, souligner la difficulté qui nous est posée et prévenir un risque. Le risque, c'est celui qui tournerait le dos aux enseignements de cette crise. Les enseignements de cette crise montrent bien évidemment que ça n'est pas dans un repli sur soi, ça n'est pas dans un enfermement, un confinement définitif à l'échelle du lieu où nous vivons, à l'échelle du pays que nous habitons. Ça n'est pas dans cela que la solution réside, au contraire. Au contraire, nous voyons bien la nécessité de penser globalement, nos interactions, nos réponses à cette crise, qui est une crise sanitaire bien évidemment, mais qui est aussi une crise économique, sociale, environnementale. On voit bien que c'est par l'enrichissement, le contact, le dialogue, les expériences qui sont échangées ici ou là que nous pouvons aller vers un monde différent, un monde dans lequel les rapports entre les peuples, entre les pays seront marqués par plus d'équité, un monde dans lequel la connaissance, la reconnaissance de l'autre sera absolument fondamentale. Donc, attention, nous devons faire attention à ce que cette crise ne referme pas lorsqu'elle doit nous ouvrir aux autres, nous rendre attentifs aux autres, nous rendre attentifs aux expériences conduites avec les autres, à penser des relations internationales qui soient plus fortes. Et puis le deuxième message, c'est par rapport à cette coopération entre collectivités, la coopération entre les villes, la coopération entre les régions, et je m'arrêterai un instant sur la coopération avec les régions. On voit bien combien le distanciel, le virtuel ne fait pas tout. Le virtuel ne fait pas tout, et nous avons tous hâte. Les associations qui travaillent à l'international pour l'entraide, les associations qui travaillent à l'international pour que des femmes, des hommes, des enfants puissent avoir accès aux choses les plus fondamentales, la nourriture, les soins, etc., l'éducation, le savoir, combien le virtuel ne peut pas répondre à tout. Nous le voyons à l'échelle de notre région. Beaucoup de choses se passent dans des réalisations, dans des échanges qui peuvent être à distance, mais nous avons besoin de vivre et de nous rencontrer. Donc, la crise nous livre beaucoup d'enseignements, nous livre un certain nombre d'exigences. Ne nous refermons pas, ne nous confinons pas par rapport à l'international. Au contraire, la coopération, l'échange sont absolument indispensables. Cette crise nous montre que la solidarité est doit être au cœur de nos priorités. Et cette crise nous montre que nous devons aujourd'hui, sur les grands enjeux, qu'ils soient sanitaires, l'accès aux vaccins, la protection par rapport à tant et tant de risques et de maladies, l'engagement pour le savoir, la manière de penser, le nouveau mode de développement qui soit sur le plan environnemental, sur le plan de la consommation, tout cela ne peut se forger que dans une écoute de l'autre, que dans une approche globale. On est bien dans cette rencontre du local et du global auquel la coopération, les échanges internationaux doivent contribuer. Et je ne doute pas un instant que les travaux qui vont être conduits dans cette conférence
montreront la volonté de garder autant d'intensité, plus encore d'intensité dans nos relations internationales, et montreront la nécessité de le faire dès que cela sera possible par l'accueil de celles et de ceux avec lesquels nous voulons partager cet avenir. Merci. Merci François. Quelques mots à mon tour qui vont prolonger et compléter ce que tu as tenu en introduction. D'abord peut-être pour saluer tous les nouveaux élus, puisque la CPRI ne s'est pas réunie depuis les élections municipales, et donc nous ont rejoint de nouveaux élus dans les communes ou des élus qui ont été reconduits. Donc les saluer dans cette conférence permanente des relations internationales. Et je crois que au moment où nous vivons ce deuxième confinement, cette crise, bien nous en a pris finalement d'installer cette conférence comme cadre d'échange, car elle n'a pas été du tout inactive pendant la période. Elle a même permis de maintenir des liens, d'avoir des groupes de travail, de travailler sur des sujets pendant toute cette phase. Je pense au travail fait sur la RSE, la responsabilité sociétale des organisations des entreprises, au travail fait sur les questions de mobilité. Bref, pendant ce temps, finalement, la CPRI a été ce cadre pour essayer de réinterroger nos pratiques au regard de la crise dans laquelle nous nous trouvons et qui évidemment impacte particulièrement des acteurs de l'international qui sont cloués dans le local et qui devaient réinventer leurs relations à l'international. Et je crois qu'il y a eu plein d'enseignements positifs dans cette période, des pratiques qui ont été initiées. Je peux par exemple citer un projet de théâtre, de festival de théâtre fait à distance en lien avec des acteurs de notre région et des acteurs de la République tchèque avec lesquels nous avons une coopération. Donc on a montré qu'on pouvait dépasser et inventer de nouvelles pratiques. Et en même temps, comme le disait François Bonneau, évidemment, tout ne peut pas se jouer à distance dans les relations internationales. Évidemment, elles sont aussi au cœur des solutions que nous devons explorer face aux risques, aux problématiques que nous connaissons, qu'elles soient effectivement autour des enjeux du climat, autour des enjeux des crises écologiques. Elles sont nombreuses et c'est la crise que nous vivons aujourd'hui a une connexion avec ce sujet. Donc nous sommes aussi à l'endroit où nous pouvons rechercher des solutions de manière collective. Peut-être simplement dire que l'exercice du jour va permettre de contribuer finalement à la définition du fameux monde d'après. Et quand on dit monde, voilà, c'est bien une indication que nous sommes dans des sujets qui font le lien entre le local et le mondial et le global. Et je crois qu'il y a quelques sujets qui sont sur la table et qui vont devoir orienter un peu nos réflexions. À la fois la question de la coopération et de la solidarité, elle s'est affirmée, elle s'est montrée comme incontournable pour faire face à des pénuries, pour faire face à des inégalités criantes dans la période. Et donc évidemment, c'est, je crois au contraire, une occasion de remettre sur le devant de la scène ces enjeux que portent la coopération et la solidarité internationale. Je crois que nous sommes devant aussi une quête de sens et nous sommes là aussi, quand nous faisons de la coopération internationale, sur cette question du sens. Des questions liées à l'autonomie, à la souveraineté des territoires, et ce n'est pas contradictoire, et ça peut se travailler à l'échelle internationale parce que des équilibres peuvent s'inventer à cet endroit. Et puis on pourrait aussi évidemment évoquer les questions de nouvelles relations au territoire. Nous le voyons, que ce soit le territoire local ou le territoire lointain, dans ce contexte de mondialisation. Donc je crois que la CPRI pourra être aussi ce lieu d'interrogation, de réorientation, de nouvelles priorités d'action qui peut-être se définissent au moment où nous sortons de ce deuxième confinement. Nous allons être éclairés par une conférence et c'est intéressant d'avoir une géopolitique de la Covid pour comprendre comment ça se passe plus loin, comment ça se passe au-delà de nos frontières pour évidemment pouvoir en tenir compte. Et dans l'année 2021, nous aurons l'occasion de lancer le deuxième appel à projet autour de la solidarité internationale et de la coopération, et il s'inscrira dans le post-crise. En tout cas, on espère qu'on en sera sorti. Que faire? Comment la coopération peut contribuer à ce post-crise Covid? Et je crois que c'est vraiment une bonne manière de s'en saisir, de donner de la force aux acteurs, de les soutenir pour qu'ils réinvestissent leur action, parce que je crois que tout le monde a hâte de reprendre le chemin très concret des relations internationales et de la coopération. Donc merci d'être présents aussi nombreux, et je crois que nous allons avoir une demi-journée extrêmement riche et utile pour nos actions à venir. Voilà, merci à vous. Et puis, je ne sais pas qui je repasse la main pour lancer la conférence. Ça doit être toi, Emmanuel, je pense. C'est ça, c'est moi, tout à fait. Merci beaucoup. Donc,
je vais pas monopoliser la parole. Je vais tout de suite donner la parole à Lorenzo Grandi. Donc, vous avez vu sa biographie dans le programme, hein, professeur, docteur en relations internationales et spécialiste de la diplomatie des villes. Donc, je vous souhaite la bienvenue, monsieur Grandi. Je peux vous laisser vous présenter très rapidement si vous le souhaitez. Et puis, surtout, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Davignon. Merci beaucoup au président Bonneau et au vice-président Fournier. C'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est une opportunité précieuse pour un chercheur de se confronter avec les acteurs qui donnent vie à ce qu'il étudie. Moi, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Lorenzo Grandi. Je travaille sur l'action extérieure des collectivités territoriales depuis quelques années. C'est un travail qui a commencé avec une pratique de ce que j'appelle la diplomatie de ville. J'ai travaillé à la mairie de Milan à l'occasion de l'exposition universelle. J'ai appuyé la création d'un réseau de villes qui s'appelle Milan Urban Food Policy Pact pour les politiques alimentaires urbaines. Et depuis 2016, j'enseigne à Sciences Po et à l'École polytechnique la cité diplomatie, la diplomatie de ville. Et donc, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce qui a été la réflexion dans le monde universitaire au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, qui part en effet du constat qui a été soulevé déjà par M. Bonneau et M. Fournier, que les choses sont en train de changer. Effectivement, il y a un impact géopolitique très, très fort et marqué de la pandémie en cours. Et je trouve que c'est intéressant d'analyser cette dynamique ensemble, de manière collective, une réflexion collective, comme cela, en effet, qui nous motive tous, qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer. Alors, je vais partager avec vous mon écran. J'ai préparé une petite présentation. Voilà. Normalement, là, vous devrez voir mon écran partagé. Et je commence tout de suite avec un exemple pour ensuite donner un cadre un peu théorique, mais pour aller directement sur la dimension qui me tient plus à cœur, celle d'une forme de dualité qui s'est créée entre l'action multilatérale traditionnelle, celle intergouvernementale, et la coopération décentralisée, la coopération entre acteurs locaux. Alors, évidemment, les deux sont inspirés par les mêmes valeurs. Ils ont été rappelés par M. Bonneau, donc on parle de solidarité, on parle d'équité, on parle des partages d'un commun, d'un présent commun, d'un futur commun. Mais là, si on regarde les mots pleins d'espoir du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui depuis le tout début de la pandémie a appelé pour cette forme de coopération, de solidarité entre les différents acteurs internationaux, notamment en appelant à la fin de tout conflit pour faire face à l'ennemi commun qu'on a tous, celui de la pandémie, bien évidemment. On sait très bien que malheureusement, les conflits perdurent, les frictions perdurent et parfois, comme on verra, sont en train d'empirer. À côté de cela, les territoires, les acteurs locaux se sont mobilisés de manière très rapide et flexible en réadaptant les liens qu'ils avaient déjà mis en place pour faire face à cet défi qui, en effet, malgré le fait qu'il avait été quand même présenté comme un risque, comme une possibilité par pas mal d'analystes et personnages publics, en effet, ni les villes, ni les territoires, ni les États, ils étaient préparés. Mais véritablement, les acteurs locaux ont été capables de partager un échange très, très fécond et qui a amené, comme on va le voir, beaucoup de bénéfices qui va tracer aussi leur action pour le futur. Alors, l'agenda d'aujourd'hui
elle est en fait divisée en quatre. Cette présentation tout rapide. Tout d'abord, je vais faire une introduction sur ce qui représente la pandémie en termes d'impact des données qualitatives et quantitatives. Ensuite, je vais analyser la dimension intergouvernementale et celle des acteurs locaux pour voir comment les deux peuvent coexister de manière utile. Et au final, je vais vous présenter 3 conclusions et avec grand plaisir répondre à vos éventuelles remarques et questions. Alors, en termes de géopolitique, on voit que la COVID-19 a un impact qui va dans 2 sens simultanés. D'un côté, il y a une accélération des dynamiques en cours. Toute dynamique qui était déjà donc existante, mais qui ont pris cette accélération assez repentie. D'abord, le déclin du multilatéralisme en faveur d'une approche plutôt isolationniste. Cela a été rappelé par M. Bonneau. En effet, c'est un risque très concret. Les grands acteurs internationaux ont donné comme réponse immédiate cela pour ensuite, bien sûr, aller heureusement vers des situations qui nous font espérer plus de multilatéralisme, notamment l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. C'est encore un peu prématuré d'en parler, mais peut-être que la direction pourra être légèrement modifiée. Diplomatie numérique, je ne vais pas m'attarder sur cela parce que cela a été dit justement par M. Bonneau et M. Fournier. C'est des outils très intéressants pour connecter, pour créer des discussions, même plus fréquemment de ce qui s'est passé avant. Mais la diplomatie a tout un volet aussi interpersonnel, un volet informel qui est bien nécessaire pour renforcer, consolider les rapports. Et c'est là, bien évidemment, aussi pour la diplomatie des acteurs locaux. On sait très bien qu'une grande partie des projets des coopérations ont dû s'arrêter suite aux contraintes, aux limites imposées par la pandémie. Malheureusement, on a aussi assisté à une détérioration de la démocratie. Cela, c'était quelque chose qui s'est passé, en effet, au cours des dernières années. Ça fait 14 ans, en effet, que les analyses montrent que chaque année, la démocratie est en train d'empirer. La COVID-19 a accéléré cela parce que dans de nombreux pays, les gouvernements centraux ont renfermé, limité les libertés en profitant de la situation des contraintes médicales. Donc, cela, c'est quelque chose à se préoccuper, à prendre bien évidemment en considération. Des polarisations socio-économiques à l'intérieur et à l'extérieur des frontières qui sont en train de s'accentuer et qui s'accentueront encore plus à cause de l'impact économique de la crise, même quand elle sera terminée pour son côté médical. Des protestations sociales. Alors, le 2019, c'était l'année de la rue, en effet, pour ce qui concerne les protestations. On avait vu une réduction, bien évidemment, dans les premiers mois de la pandémie, avec notamment les confinements, mais cela a ressurgi et cela a ressurgi partout dans le monde. On voit cela véritablement dans des différents endroits du monde, une malaise sociale, bien sûr, étroitement liée aux difficultés socio-économiques. La désinformation et des cyberattaques, cela c'est quelque chose de très, comment dire, une dimension qui a vraiment augmenté au cours de la pandémie avec les différents États, y compris la France, qui ont été objets d'attaques provenant de l'étranger, des campagnes de désinformation souvent organisées par des États étrangers pour modifier la perception des électeurs, des citoyens. Et il y a des études qui montrent qu'effectivement, ces campagnes de désinformation sont efficaces. Donc, il faut évidemment prendre en considération cela dans les rapports. Et cette action extérieure des collectivités territoriales, qui est bien que limitée dans une partie de ces activités à cause des limitations dans les voyages,
à cause des contraintes sanitaires. En effet, c'est véritablement montré comme une dynamique en faveur du multilatéralisme, de la coopération et de la solidarité internationale. En termes de nouvelles dynamiques, il y a une prise de conscience dans les sociétés du monde entier, y compris les sociétés les plus développées comme la société française, des vulnérabilités stratégiques et commerciales. Stratégique dans le sens que toute une série des biens qui sont considérés essentiels, et notamment les biens médicaux. On se rappelle de la guerre des masques à laquelle on assistait pendant la première vague. Cela était dépendante d'acteurs, d'importation d'acteurs avec lesquels la situation, et on va les voir maintenant, est en train d'évoluer dans un côté plutôt des confrontations. On ne peut plus dépendre si ouvertement de l'international. Ça, c'est les conséquences qui ont été rendues évidentes en cas des pénuries. Et donc, il y a une nouvelle posture de l'Europe face d'un côté aux États-Unis pour ce qui concerne la sorte de, je dirais, tutelle internationale, notamment pour ces volets défense et positionnement géostratégique dans le monde. C'est là, en effet, aussi résultat de la présidence de Donald Trump et pourrait être un peu tamisé avec la présidence de Biden. Mais de toute manière, il y a un mouvement européen de prise de conscience de la nécessité de son positionnement autonome. Et face à la Chine, étant donné que l'Union européenne a a véritablement changé son discours, sa dialectique vis-à-vis de la Chine, en soulignant d'un côté l'importance du partenariat économique, mais de l'autre une approche à différents éléments de la politique internationale et aux valeurs très, très différentes. L'élément de la relocalisation des entreprises est un élément très connecté avec cette prise de conscience et peut en effet se compléter avec un changement en effet des les investissements d'une région à l'autre du monde. On va voir cela maintenant. Donc, il y a ces nouveaux équilibres et je vous présente 3 exemples. On pourrait en parler bien sûr du reste du monde, mais c'est peut-être les 3 qui sont les plus importants pour ce qui concerne les acteurs locaux français et européens. D'un côté, l'Afrique et la Méditerranée du sud et de l'Est. Alors, c'est 2 régions qui vont être très fortement frappées par les conséquences économiques et sociales de la COVID-19. Il y a souvent des pays qui sont déjà fortement endettés, donc avec une possibilité limitée, très réduite, de s'endetter davantage, des populations souvent en difficulté, des taux de pauvreté et des chômages importants, et dans différents de ces pays aussi des éléments des conflits. Mais il y a des éléments aussi très prometteurs pour les relations avec ces 2 régions. Tout d'abord, pour partir avec l'Afrique. L'Afrique représente du point de vue des différents analystes, aussi bien que des représentants de la politique étrangère de l'Union européenne, une occasion extraordinaire pour ressouder et renforcer des liens déjà existants et qui sont basés en partie, et pourront l'être encore plus dans le futur, sur un partage des valeurs. Cet élément valeurial, en effet, pourrait faire de l'Afrique un élément un partenaire très, très utile et propice pour créer des relations de toutes sortes, culturelles, économiques, politiques, partage d'objectifs, notamment à partir des objectifs de développement durable, donc les luttes qui sont autour des objectifs que tout le monde partage.
voilà, cette forme de coopération basée sur une sorte d'alignement sur des valeurs de coopération, de solidarité, des démocraties, des régionalisations et coopération entre acteurs régionaux. Donc, l'Afrique se présente véritablement comme un territoire où il y a des possibilités accrues de coopération dans le cadre d'un soutien aussi des différents États, des organisations internationales. Pour ce qui concerne la Méditerranée, il y a différentes parties de la Méditerranée qui sont encore en train d'expérimenter des conséquences difficiles des conflits où la violence n'est pas encore sous contrôle. Je pense notamment à la Libye, bien sûr, à la Syrie, mais il y a des territoires qui sont fortement instables du point de vue politique suite à un accomplissement très limité des attentes de la population qui sont révélées au cours du printemps arabe. Et il y a une forte volonté politique des différents États de contribuer en effet à l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens en souffrance de cette région. Cela est, si d'un côté politique, des politiques bilatérales et multilatérales intergouvernementales peut être un peu complexe. Parce qu'elle a évidemment un côté très fortement orienté sur les rapports politiques et les droits de l'homme. L'approche locale basée sur un pragmatisme et l'amélioration concrète du quotidien des citoyens qui est propre aux acteurs locaux, publics et privés, peut en effet créer une forme d'appui à cette volonté de se lier, de renforcer les liens avec la Méditerranée et pourrait véritablement accomplir ces buts de solidarité dont M. Bonneau parlait. Pour ce qui concerne la Chine qui sort mieux que tout autre pays de la crise de la COVID-19, malgré le fait qu'en effet, ce soit elle à l'avoir subi la première. Donc, il y a un intérêt économique majeur avec un marché intérieur qui est en train de se développer, un surplus commercial très important qui appelle à être des formes de rééquilibrage de la part des puissances et des acteurs économiques occidentaux. Mais de l'autre côté, il y a cette forme de confrontation déjà existante entre les États-Unis et la Chine, mais naissante et renforcée entre l'Europe et la Chine et les gouvernements européens et la Chine, ce qui fait que les acteurs locaux doivent être particulièrement attentifs quand ils s'engagent dans cette forme de partenariat, attentifs à que les États et l'Union européenne, pour ce qui concerne la politique commerciale, ne représentent pas une possible forme de limitation de cette possibilité. Essentiel dans cela, c'est une posture diplomatique de coopération avec les autorités nationales, avec les autorités européennes, de manière de présenter l'action des acteurs locaux, non pas comme une alternative, mais comme une complémentarité de l'action des gouvernements nationaux et de l'Union européenne. Pour ce qui concerne les territoires et Covid, évidemment, c'est un lien très étroit. Rien que dans les villes, se sont concentrés, selon les statistiques des Nations Unies, les 95% des cas. Et malheureusement, la COVID a mis en valeur, a empiré des faiblesses et des inégalités très, très marquées dans les territoires. Je pense notamment aux mauvaises conditions de logement qui sont la première cause, en effet, de la contagion. Non pas véritablement la densité comme cela avait été soupçonné au début, mais c'est véritablement le fait d'avoir accès à des
à des espaces sains, salubres et non surpeuplés. Donc, on voit qu'à travers le monde, y compris dans les pays les plus développés comme les États-Unis, les contagions se sont concentrées dans les quartiers les plus surpeuplés et au niveau du bâti véritablement moins équitable. Pour ce qui concerne évidemment la qualité de l'air, cela a été montré comme une cause d'un taux de mortalité COVID plus élevé, ce qui appelle évidemment à renforcer la lutte des gouvernements locaux contre les changements climatiques. Il y a un impact économique et social de la COVID-19, par contre, qui est très asymétrique, ce qui rend, bien évidemment, tout en rendant nécessaire la coopération et une action concentrée entre acteurs internationaux et nationaux. Cela n'est évidemment pas suffisant parce que comme la COVID se concentre dans des lieux spécifiques, c'est là qu'on trouve que les gouvernements locaux jouent un rôle fondamental pour s'adapter aux spécificités. Cette action des gouvernements locaux, ce sera de toute manière mise en difficulté. Ça, c'est des statistiques de la Banque mondiale. 15 à 25% des revenus des gouvernements locaux en 2021 en moins à cause des chutes économiques liées à la COVID-19. Donc, plus de travail à faire et moins de moyens. Heureusement, l'action extérieure des collectivités territoriales est venue en aide, comme je le disais au tout début, des collectivités territoriales. Elle l'a fait en 4 manières différentes: l'aide matérielle, les partages des connaissances, l'échange des bonnes pratiques notamment, la co-création des stratégies entre différents acteurs à l'international, et on verra notamment pour ce qui concerne la stratégie de relance économique. Et au final, les plaidoyers régionaux et mondiaux avec les collectivités locales qui souhaitent prendre une place claire et appuyer leurs valeurs à l'international vis-à-vis des acteurs nationaux et internationaux. Pour ce qui concerne la coopération et les dons, il y a ici deux maps du monde qui montrent où les ventes et les donations des masques ont été concentrées en provenance des différentes provinces chinoises. On a repéré que plus du double des donations s'avèrent quand la province est jumelée avec une autre province à l'international, ou quand cette province a à l'intérieur une ville qui est jumelée avec une ville de la province étrangère. La même chose, les mêmes liens, en effet, s'est trouvé renforcé quand la Chine avait reçu, les différentes provinces chinoises avaient reçu une aide provenant des acteurs notamment locaux dans les premières parties de la pandémie en février, quand les donations allaient dans les sens opposés, parce que la Chine, bien qu'elle soit en 2019, elle représentait les 44% de la production des matériels médicaux. De toute manière, elle a eu une pénurie en février. Donc, il y a une forme de coopération entre territoires qui est allée dans les deux sens. Un peut-être plus traditionnel, donc des pays plus riches vers un pays qui a été frappé par une urgence, et dans l'autre, dans le sens peut-être moins traditionnel, où il y avait les pays les plus riches. Comme vous voyez là, l'Italie, c'est un des pays qui a reçu les plus. Qui a pu bénéficier de cette solidarité entre territoires, notamment parce qu'il y a beaucoup de liens entre territoires, entre les gouvernements locaux italiens et les gouvernements locaux chinois. Ceci dit, la coopération, l'aide n'est pas seulement au niveau bilatéral, comme on vient de voir, mais aussi multilatéral. Alors, il y a plus de 200 réseaux de villes dans le monde, et la plus grande partie d'entre eux s'est adaptée
pour renforcer l'action des territoires et de leurs acteurs pour faire face à la pandémie. CGLU, l'OCDE qui a un réseau qui s'appelle Maires Champions pour la croissance inclusive, l'Observatoire international des maires pour le vivre ensemble présidé par la ville de Montréal, se sont activés chacun pour établir ces échanges à la fois entre les différents acteurs et avec l'appui d'acteurs extérieurs, notamment du monde de la recherche, du monde médical, pour pouvoir partager tout d'abord les premières actions et ensuite construire ensemble un futur, des stratégies pour faire face dans le moyen et long terme plus efficaces. L'Association internationale des maires francophones a fait cela, a permis en effet aux villes d'échanger avec des experts, échanger entre elles. Ils ont créé une base de données très importante, divisée selon différentes formes de réactions des villes membres vis-à-vis des différentes volets sociaux, économiques, culturels même de la pandémie. Et a créé un appui aussi solidaire vers les membres de ce réseau qui avaient les moins de possibilités pour faire face. Plus de 2 millions d'euros ont été donnés pour aider ces villes. Et en termes plus réduits, j'ai donc seulement 4 villes. Je cite l'exemple de Barcelone, Buenos Aires, Mexico et Bogota, qui se sont unis dans ces projets pour mettre en valeur les industries culturelles et créatives, aussi bien que les patrimoines culturels sont des secteurs qui ont été fortement touchés, bien évidemment, par la pandémie, et en mettant en ligne une plateforme qui met en valeur les talents et les patrimoines matériels de ces territoires, on crée en effet une visibilité et on peut appuyer une relance une fois que les échanges et la consommation culturelle pourront se redévelopper de manière similaire, voire meilleure par rapport à ce qui était avant. Les partages des meilleures pratiques, c'est quelque chose qui s'est développé de manière vraiment très rapide. Il y a plus de 60 bases de données qui ont été créées rapidement. Et ici, il y a juste 2 exemples. Les villes pour la santé globale. Alors, villes, en effet, mais ça regarde aussi toute autre forme de gouvernements locaux. Il y a des régions, des départements, des provinces. Avec plus de 650 expériences qui ont été partagées en provenance du monde entier. Cela a été mis en place par Metropolis, CGLU et ALAS, que c'est un réseau de villes européennes et latino-américaines. Il y a beaucoup des bases de données thématiques. Un exemple, c'est les programmes Cité interculturelle du Conseil d'Europe, qui a mis en place une page avec une longue liste de bonnes pratiques pour faire face aux difficultés liées à la cohésion sociale, qui malheureusement c'est quelque chose qui se développe en cas de pandémie. Ce n'est pas la première fois. Quelques exemples tout vite fait. Ici, on voit, pour ce qui concerne la communication, la transparence, qui sont des valeurs essentielles dans la gestion d'une crise, qui est une composante sociale et économique si importante. La ville de Bogota, capitale de la Colombie, a mis en place un site Internet extrêmement détaillé qui explique de manière simple et graphique où les transferts d'argent ont été effectués pour appuyer les familles en extrême besoin et les familles qui avaient besoin d'un complément économique pour faire face à leur propre, au soutien de leurs propres membres de la famille. Mexico a lutté contre les infox. Ça, c'est un exemple qui a eu beaucoup de succès aussi parmi les villes africaines qui se sont inspirées. Il y avait une série, surtout au début de la pandémie, des mauvaises compréhensions de la dynamique médicale. Alors, notamment, l'idée très répandue que la chaleur et l'humidité représentaient une barrière contre le virus. Cela, évidemment, est faux et donc important aussi d'effectuer cette lutte aux fake news, aux infos. La solidarité, évidemment, est l'élément central.
il y a des dynamiques qui se sont développées et les villes se sont rapidement inspirées l'une de l'autre, villes et gouvernements locaux pareil. Et alors, c'est bien évidemment un renforcement des services sociaux, comme cela s'est produit à Lima ou à Barcelone, et parfois avec des idées taillées pour les personnes qui reçoivent ces aides, comme par exemple Barcelone a mis en place tout un support spécifique pour les personnes porteuses d'handicap. Montréal représente un exemple de l'importance de la solidarité et donc la capacité des différents acteurs de s'unir pour récolter de l'argent qui puisse bénéficier les gens en détresse, les gens en situation précaire. Et donc, cela a inspiré des mécanismes similaires d'élever des fonds et des coopérations publiques-privées dans le reste du monde. Égalité et droit, une fois encore, très touchées malheureusement par la pandémie. Je pense notamment aux personnes en situation irrégulière, aux migrants en situation irrégulière. Alors, des villes telles que Genève, en Suisse, Düsseldorf, en Allemagne, Chicago, Milan et New York, aux États-Unis, Italie et États-Unis, ont en effet mis en place des politiques visant à élargir leur support aux différents acteurs, aux différents résidents, quoi qu'il soit leur statut migratoire. La ville de New York a d'ailleurs renforcé un projet qui était déjà présent, qui consiste à donner de véritables cartes d'identité municipales. C'est quelque chose qui serait plutôt impensable dans pas mal de pays, mais aux États-Unis, cela se vérifie. C'est des cartes d'identité qui ne sont pas du tout liées au statut migratoire et qui donnent accès à la totalité des services municipaux. La ville de Paris, pour un exemple français, a mis en place un système de dépistage dans les quartiers les moins riches de la capitale, en allant donc chez les gens dans les différents quartiers pour les dépister. Et ANVIT, l'Association nationale des villes et des territoires accueillants français, a lancé une campagne de plaidoyer pour la régularisation des migrants, pour ne pas ajouter à la difficulté économique et en termes culturels d'inclusion sociale, une difficulté administrative, surtout en ce moment si compliqué. Dernier exemple des meilleures pratiques, c'est les côtés de l'évolution de la ville, l'urbanisme tactique, donc cette approche à l'espace public qui vise à changer rapidement et avec des coûts très limités son utilisation de manière d'impacter positivement les citoyens. Alors, on se rappelle tous les terrasses, là il fait un peu froid, mais et d'ailleurs en France c'est interdit, mais les terrasses dans les rues et dans les places, là c'était lancé en effet par les maires de Vilnius avec l'idée des grands cafés à l'air ouvert. La ville de Bogota était une des premières à lancer un projet de nouveaux pistes cyclables qui s'est diffusé. C'est un des éléments plus diffusés dans le monde entier, bien évidemment aussi en France, pour cette nouvelle utilisation du sol public de manière très rapide et économique. Et après, il y a l'idée relancée par Anne Hidalgo pendant la campagne électorale qui l'a amené à être confirmé à la tête de la ville de Paris, avec une approche de l'urbanisme des proximités, la ville de 15 minutes, qui permet d'avoir près de chez soi tous les services essentiels en termes aussi des sociaux, en termes d'éducation, de travail et les loisirs, et autres que l'éducation. Donc, une approche bien compatible et bien utile en moment des pandémies où les interactions et les déplacements sont bien évidemment réduits. J'ai dit aussi cette forme de vision pour le futur qui s'est très développée. Il y a les C40, qui c'est les réseaux des grandes villes qui luttent contre les changements climatiques, j'ai déjà mentionné, mais aussi bien les U20. C'est les groupes des villes appartenant au pays du G20, donc parmi lesquels aussi la France, qui ont réfléchi à leur intérieur
à travers de différents groupes de travail sur comment concilier les buts de leur propre territoire avec les défis additionnels qui sont arrivés avec la pandémie. Donc, on a des stratégies qui portent évidemment sur l'environnement de manière très marquée, mais aussi sur la justice sociale pour les C40 et pour les U20, pour cette relation spéciale avec les G20, qui est une institution surtout financière, comme on sait, qui travaille sur l'évolution de la finance mondiale. Alors, un accent sur la nécessité pour les villes d'avoir les moyens continuer à offrir des services et continuer à faire face à la longue conséquence de la crise. Les plaidoyers portent exactement sur ces sujets. Alors, pour continuer avec l'U20, les villes réunies dans l'U20 ont demandé la création d'un fonds spécial pour soutenir les villes autour du monde dans leurs difficultés, tout en sachant qu'il y aura vraiment des difficultés financières importantes. Les Eurocities, les Eurocités, les grandes villes européennes se sont mobilisées à l'époque où les États peinaient à trouver une entente solidaire pour rappeler aux États, aux négociateurs européens des différents pays, les valeurs qui sont à la base du projet européen et parmi lesquelles, bien évidemment, en première place, la solidarité. Et ensuite, CGLU, qui a créé une nouvelle stratégie qui marquera les prochaines années de son plaidoyer, c'est-à-dire ces décalogues pour la suite de la COVID-19, qui met un accent sur la coopération multilatérale et multi-acteurs, où les villes doivent être intégrées à plein titre dans la création de nouvelles agendas qui marqueront l'évolution du monde. J'ai 3 conclusions. Alors, évidemment, le processus est encore en cours, mais ça me fait plaisir de partager avec vous 3 réflexions. Il y a en ce moment des décisions à prendre, et c'est là au niveau local. Tout d'abord, il faut faire face, prendre en considération les vulnérabilités qu'on a citées, qui ont été mises en place et ils ont été accentuées par la pandémie. Donc, prendre en considération cela au niveau stratégique, aussi bien qu'au niveau commercial pour tout ce qui est aussi l'impact social. Réorganiser les priorités thématiques et géographiques révélera nécessaire, compte tenu aussi de ces frictions qui malheureusement sont en train de se développer. Donc, il faudra prendre en considération l'évolution dans les longs termes de cela. Et la clé que j'identifie dans ces processus, c'est la mise en valeur des ressources locales et la manière dans laquelle les ressources locales se font porteuses d'intérêts et des valeurs qui lient les territoires à l'international. La méthodologie propre de l'action extérieure des collectivités territoriales est en quelque sorte renforcée et validée en ces périodes de crise. Il y a l'approche multi-acteurs, donc la coopération publique-privée avec tous les secteurs. Oh, je m'excuse, juste un instant. Je m'excuse. Il y a une approche multi-acteurs entre les acteurs publics-privés, aussi bien que les différents niveaux de gouvernement. Il y a un élément de décentralisation qui est nécessaire et qu'on encourage, dont le développement on encourage bien fortement. Il y a les relations internationales qui représentent, comme on l'a vu, un atout fondamental qui doit être puisé, qui doit être toujours pris en considération. Et tout cela mis ensemble permettra des réponses adaptées au contexte local. On se rappelle, les contextes locaux et la crise et aussi les conséquences économiques et sociales seront fortement différentes. Les contextes locaux se révélera véritablement essentiel. Enfin, pour ce qui concerne la nouvelle normalité, les futurs du monde qui nous attend, il y a les côtés du changement de notre quotidien. Cela s'est produit aussi avec les pandémies précédentes. La peste nous a apporté une nouvelle approche au système des collectes des déchets. Les choléra a amené des systèmes structurés d'assainissement. Et qu'est-ce qui nous amènera la COVID-19? Alors,